présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. Alors, nous sommes samedi le 7 juin 2014. Effectivement. Ouais, 7 juin. Déjà au mois de juin. Déjà à la mi-année. Et en plus, déjà en ondes, puisque nous sommes la première émission de notre nouvel horaire estival. Donc, bienvenue au Geek Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie. Un heure plus tôt dans les Maritimes. Oui, c'est ça. Et à la co-animation, Simon Boucher. Salut, mister. Salut. Ça m'a pris une machine à voyager dans le temps parce que je suis arrivé à 2 heures, mais il était trop tard parce que là, l'émission était finie. Fait que j'ai été obligé de voyager dans le temps pour revenir 1 heure dans le passé. Donc, nous sommes présentement dans un univers parallèle. Oui. Et je sais ce qui va se passer dans la prochaine heure dans le monde en réalité, mais vu que j'étais pas disponible, ben je peux pas rien dire, sinon je vais détruire l'univers. Mais je vous avertis que dans 1 heure, ça va mal virer. Ah. Guerre nucléaire, peut-être. Ah, peut-être. En tout cas, c'est une mauvaise belle journée pour une guerre. Et, Mikey G à la mise en onde. Ben oui, le légendaire et estival, j'étais en culotte courte. Hey, il est en culotte courte, mesdames et messieurs. Et c'est pour ça qu'on se protège de lui avec une vitre. Donc... Mais Mikey, t'es-tu le genre de personne qu'à la seconde qu'il y a un petit peu de beau soleil, tu te mets en culotte courte, puis après ça, tu les enlèves plus jamais? Oui. Ok, bon. Fait que... S'ils enlèveraient plus jamais, ils auraient gardé tout l'hiver, puis ils auraient tout... Tu devrais voir les paires de culottes courtes que j'ai enfilées d'une par-dessus l'autre en ce moment, là, c'est ridicule. Ah, t'en as beaucoup? T'es un Ben oignon? oui, parce qu'à chaque année, j'en... Oui, ah, ok, ouais, tu l'enlèves jamais? C'est ça. Ben non. Ok. Fait que dans le fond, tu t'es pas entraîné, c'est vraiment juste le perceur de vêtements qui... Oh! Je trouvais qu'il y avait un mollet de cycliste. Ouais. Hey, sais-tu quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ces nombreuses tentatives d'humour raté me font penser qu'on faudrait qu'on parle de ce qui s'est passé cette semaine en dehors du studio. Comme dirait chose là, de moi et l'autre. Enchaîne! Enchaîne. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. C'est Denise Filiatro que je cherchais, excusez-la, pardon. Ouais, non, c'est ça. Simon. Oui! Et qu'est-ce qui s'est-il passé dans les mondes merveilleux des geektualités selon toi cette semaine? On va commencer avec quelque chose hors de ce monde légèrement. Oh, dans l'espace? Oui, dans l'espace, mais c'est pas une chronique de l'espace, ça vaut pas la peine juste pour ça. Présentement, un des derniers commandants de la... Oh, vas-y. Non, c'est correct. Okay, bon. Un des derniers commandants de la station spatiale, chaque équipe de voyage sur la station spatiale internationale a un commandant. Bon, récemment, c'est le Canadien Chris Hadfield. Là, présentement, c'est Steve Swanson. Bon. OK. Là, à chaque fois qu'il y a une nouvelle mission dans la Station Spatiale Internationale, l'équipe se font faire une patch. Un genre de petits trucs qu'ils peuvent coudre sur leur badge. Un badge. Ils font faire des t-shirts, etc. Mais là, ce qui arrive, c'est que le gars Monsieur Swanson, qui est le chef de la mission, est un gros Trekkies. Oh, OK. Et il avait designé la première version du badge pour l'équipe, qui malheureusement n'a pas été retenue. Okay. Mais ne reste que la première version du badge était le logo des Klingons. OK. La lame Klingon, c'est le Batlash? Tu me regardes comme si j'allais te répondre une réponse, là. Je veux dire, je sais pas, là. Je suis pas un Trekkie, je suis un fan de Star Wars. Moi, je suis un petit peu des deux, mais le problème, c'est que j'ai pas de mémoire. Et okay. Bien sûr, il y avait du texte Klingon écrit sur le côté. La NASA est repassée dessus plusieurs fois. Maintenant, c'est une fusée qui représente l'état actuel du passé, du présent et du futur de l'exploration spatiale. Boring. C'est extrêmement dole. Mais dites-vous que présentement, la station spatiale est dirigée par un Klingon. Ou quelqu'un qui les affectionne particulièrement. Ouais, mais surprenez-vous pas s'ils décident de faire tomber la station sur l'endroit où nos dirigeants sont placés et les massacrent un par un pour prendre le contrôle de notre planète. Et boire du vin de sang. Oui, tout à fait. Soit dit en passant, juste avant ta prochaine nouvelle, prends ton temps. Au mois d'avril, a été mise en ligne depuis 2 mois. 2 mois? Oui, presque 2 mois. 2 mois? Oui, tout à fait. Plusieurs caméras HD sur la station spatiale qui streament live sur un site internet. Donc, moi, je vais vous envoyer le lien après l'émission quand je vais être chez moi. Mais ça, tu peux mettre ça, là, puis tu mets ça sur ta télé, mettons, ou sur ton écran d'ordi, et tu vois live la planète Terre d'au-dessus.
live. Ouais, mais maintenant. si Monsieur Swanson appelle ses amis, les oiseaux de 3 Klingons peuvent avoir du camouflage optique, fait qu'on les verra pas. Peut-être, mais reste que des caméras qui fixent la Terre à la hauteur de la station spatiale, que tu peux regarder live de chez toi en écoutant de la musique ou en faisant manger. Moi, je veux dire, mon wallpaper de mon ordinateur depuis plus d'1 an, ok, c'est la photo de Mars que Curiosity avait pris en HD. Et quand quelqu'un me demande, tu changes pas ton wallpaper, je me dis, c'est parce que là, j'ai une photo HD d'une autre planète. T'as-tu une idée plus awesome que ça? Si t'as une image plus cool qu'une photo HD sur une autre planète, moi le mettre sur mon ordi. Y a pas de trouble. Mais c'est parce que c'est ça. Faudrait changer de galaxie pour Et que quand ça je vais soit écouter une plus vidéo, je peux voir la Terre d'au-dessus de l'atmosphère. Imagine un 1er avril, un petit malin change le feed puis met un montage d'une planète qui explose, de la Terre qui explose dans un film Le quelconque. monde capote. Ben, c'est ceux qui écoutent la vidéo, là. Ben oui. Ben, c'est quasiment si cool que les Nord-Coréens qui développent quelques mois avaient sorti une vidéo de propagande pour dire qu'elle allait détruire les États-Unis en utilisant des images prises des scènes pré-rendues de Call of Duty où ce que des ennemis attaquaient le sol américain. Fait qu'il y avait une genre de mauvaise navette spatiale nord-coréenne qui tournait autour de la Terre, puis il y avait des maisons blanches qui se faisaient attaquer en vidéo de Call of Duty. C'était vraiment drôle. Ah, les gars de Call of Duty devaient rire, là. Les concepteurs, ça devait être mort de rire. Oui, oui. Ah, wow. Donc! Oui! Chose. Oui, j'ai d'autres choses. Oui. Bon, il y a une dame. Ça, c'est un petit peu bizarre. C'est pas vraiment de la geektualité, mais je voulais le dire parce que je trouvais ça drôle. OK. Il y a une dame qui vient d'être bannie des rencontres de l'association gouvernementale de Maricopa. En fond, c'est en Californie. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elle se présentait à ces meetings-là, elle faisait des roues. Oui, c'est une dame qui aimait beaucoup ses talents de gymnastique malgré le fait qu'elle avait 65 ans. Et elle s'est fait simplement donner une lettre. Elle n'a plus le droit de se présenter à ces meetings-là parce que les gens étaient tannés de la voir faire des roues à chaque fois. Je trouvais juste ça drôle. On dirait que je suis le seul à avoir trouvé ça drôle. C'est pas grave. Elle fait des roues. Pas le droit de faire des roues, c'est pas assez sérieux. Tu te fais sacré dehors. Ouais. C'est- Mais tu sais, je veux dire, il y a des gens qui ont des enfants roux, mais c'est pas ça faire des roues, là. Ici, on parle de faire de la gymnastique. Ou c'est pas travailler dans une usine de vélo pour s'organiser pour qu'ils puissent rouler. Là. Exactement. C'est pas ça. On va aller vers quelque chose de plus sérieux. J'espère, Moses. C'est quoi que tu sais, à une certaine époque, ici on parle au début des années 1910 environ, OK, ouais. les États-Unis avaient des problèmes d'approvisionnement en nourriture jusqu'à un certain point. La viande commençait à être un petit peu plus rare, etc., etc. Donc, d'après vous, quelle est la solution qu'ils ont envisagée? Pour trouver une façon de fournir tous les Américains de nourriture. Oui, en pas cher. viande. En viande? En viande. Manger des insectes. Beaucoup mieux que ça. Ils ont décidé, hey, on pourrait importer des hippopotames dans les bayous de la Louisiane. Ben oui. Ben oui. Et je suis ici, sûr, c'est un vrai vécu. D'ailleurs, il y a un film dirigé par Brett Ratner et Edward Norton qui s'en vient. OK. Et c'est à une certaine époque, le gouvernement américain avait demandé à 2 espions américains, dont un était l'inspiration derrière les scouts, qui étaient aventuriers, l'autre était un genre de contre-espionnage blasé. Et ces 2 opposés devaient trouver une manière d'aller chercher des hippopotames, les remporter en Louisiane, les faire l'élevage pour pouvoir fournir du bacon d'hippopotame à la population américaine. Bien sûr, le tout avait été approuvé par le président. Le tout était en branle. Mais le conflit entre les 2 espions, qui étaient complètement diamétralement opposés, a fait que le plan a foiré horriblement. Pourquoi? Il n'y a pas d'hippopotame dans nos épiceries. C'est la preuve que ça n'a pas marché. Okay. Et donc, préparez-vous, il va y avoir un film qui s'en vient là-dessus. Ça va être complètement délicieux, parce que je veux dire, man, de l'hippopotame, c'est comme un gros cochon qui peut t'ouvrir complètement le corps avec ses dents. Puis qu'il y a juste des molaires, mais des molaires plus grosses que ta tête. Puis ils sont toutes croches puis jaunes. Parce qu'ils fument. Les hippopotames fument, mesdames et messieurs, nous venons de tout découvrir. Ah, c'est drôle, ça. Oui. Hey, un petit quelque chose pour nos amis geeks qui font du 3D. Oui. Pixar vient tout juste de rendre la dernière version de son logiciel 3D RenderMan, qui a été utilisé entre autres pour faire des films de Pixar, surprise, libre d'accès et gratuit sur Internet pour une courte période de durée. Donc si vous faites gratuit et open source, là. Non, là. pas du open source. Libre d'accès. Libre Donc, libre à d'accès, télécharger. ok. Donc, si vous faites du 3D et vous avez toujours voulu essayer RenderMan, les outils de Pixar, allez-y, parce que les autres, ils se sont fait une nouvelle version encore plus awesome, fait que ça leur dérange pas de vous laisser leur vieille miette. Effectivement. Ensuite, J'ai plein de choses. Est-ce que tu veux qu'on parle de culottes?
Hein? Parlons de culottes. Parlons de culottes. Parce que c'est tout à fait geek de parler de culottes. Non, mais c'est quand même des culottes geeks. C'est-à-dire, hein? Voilà, je vais les ressortir. Tes culottes, ça? Oui, mes culottes. Sors-les, montre-nous ça. Voilà. C'est juste que des scientifiques ont trouvé les plus vieilles culottes au monde. OK! Ici, je parle pas des culottes qu'Éric Lajoie avec quand il était petit. J'étais encore petit. Moi, quand il était jeune. Quand j'étais jeune, Parce ouais. que malheureusement, ça fait que des culottes de 4 à 500 ans. Ici, moi, je parle de culottes entre 3400 et 4000 ans. Des pantalons de 4000 ans. Oui. Fait en écorce de boulot. Non, c'est vraiment... ça a été retrouvé dans des tombes chinoises. OK. C'est un endroit où justement les conditions météorologiques et naturelles ont créé une grande quantité de ce qu'on appelle des momies naturelles. Des momies qui sont préservées à cause de l'environnement et des choses comme ça. Et oui, c'est des culottes, sont même ornementées. Vous avez une section centrale avec du tissu rayé. Vous avez des sections avec du tissu en zigzag sur les côtés. Je peux les montrer d'ailleurs. Je vais les mettre sur la page des Geeks Contre-Attaque. Elles sont super belles. On dirait des des culottes que tu pourrais acheter dans des magasins un peu hippies. Moi, honnêtement, j'en aurais une paire. Mais bon, c'est ça qui est Des pantalons de 3000 ans, et moi j'en achète, fait encore par les Chinois aujourd'hui, puis ils t'offrent pas de lavage. Ouais. C'est bon, ça. Tu vois, il y a une différence dans la qualité de production. Je veux des culottes qui t'offrent 3000 ans, man. Bon, ben, va magasiner au sarcophage du jeans. Hey! Les modèles antédiluviens sont en spécial. Au sarcophage du jeans. Hey, c'est trop une bonne idée pour qu'on laisse ça mourir maintenant. Non. Les patterns égyptiens pis tout, ça serait capoté. Ben oui. Le sac. Veuillez acheter notre nouveau modèle, tout en culotte. Oh! Hey, on parle-tu encore de vieilles affaires? Oui, tout à fait. Éric! Non, c'est pas vrai. Ici, on va parler d'animal. Un petit animal que j'aime. Les ptérosaures. C'est fameux. C'est quoi un ptérosaure? On parle ici des dinosaures volants, tels le ptéranodon. Ok, ptérodactyle. Exactement. Une nouvelle espèce a été trouvée. Ils ont trouvé une 40aine de spécimens, incluant des espèces à crête qui n'avaient jamais été trouvées. Puis la manière dont ils sont morts, on prouvait qu'ils sont morts en groupe lors d'une tempête. Ça les a tués, il y a probablement eu un glissement de terrain ou quelque chose, et ils sont morts en gang. Ce qui est intéressant, c'est que ça avait des longs becs plats avec des gigantesques dents. Fait que ça avait des bouches plus proches du crocodile pour aller pogner le poisson sur le dessus de l'eau. Donc, des crocodiles volants. Oui, ce qui honnêtement ne peut pas mal virer. Birdemic 3. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve très peu d'œufs de ces de ptérosaures. Okay. Et là, ici, le Amipterus tianchanensis, lui, on a trouvé des œufs et on peut probablement extrapoler que les œufs avaient un extérieur semi-dur, tel des œufs de serpent actuels. Ok, qui prouverait que les lézards étaient plus... l'enceinte des lézards était plus proche des oiseaux que des dinosaures, dans le fond. Ce qui serait logique. Donc, c'est encore plus de dinosaures. Puis, les scientifiques, vu qu'il y a des grosses différences avec la grandeur des crêtes qu'il y avait sur le dessus de leur bec, pensent que c'était probablement purement une parure. Les mâles devaient avoir des plus grosses crêtes, probablement même colorées, pour s'en servir dans des rituels érotiques d'oiseaux alligators volants. Ou dans des groupes punk. Ouais, d'oiseaux alligators volants. Honnêtement, tout peut être plus cool en rajoutant oiseaux alligators volants. Parlant d'oiseaux alligators volants, la reine. La reine. Quoi, la reine, c'est pas un reptile en déguisement? La reine, notre la bien-aimée reine, reine okay. d'Angleterre. Je pensais à un ring. Bebête 2, là. Oui. Bon, Bebête 2. Oui. Ma belle Elisabeth Bebête 2. Vient de faire, la semaine dernière, a fait son discours qu'elle fait une fois de temps en temps pour amener des nouveaux changements dans les politiques et ces choses-là. Ouais. Et maintenant, les hackers de l'Angleterre peuvent avoir jusqu'à la prison à vie. Quoi? Ouais. Un pirate informatique. Oui, mais si prison à vie. ces actes de piratage causent des morts et des choses comme ça. Exemple, je pirate une centrale nucléaire ou je pirate le frigidaire intelligent Éric Lajoie et un chou pourri et devient une nouvelle base pour un virus mortel. Bon, ben rendu là, oui, si ton piratage cause des morts, tu peux avoir la prison à vie. Hey, une chance que la reine d'Angleterre est là pour nous dire que le meurtre, c'est pas bien. Une chance que t'es là pour me rappeler que j'ai les moyens de m'acheter un frigidaire intelligent, mais pas assez pour entretenir un chou. Puis heureusement que je suis là pour vous rappeler que la reine est un crocodile dinosaure volant avec des dents. Bon. Regarde, je pense qu'on a besoin de quelque chose. Moi, je suis là pour... Oui. Ouais, s'il te plaît. Vous êtes sûr? La chanson de la semaine!
Tu sais, quand faut que tu te nettoies l'esprit un peu. Quoi, hein? Des crocodiles dinosaures avec des dents volantes. On en veut plus. On en veut plus. Donc, cette semaine, mon premier extrait, ça provient d'un site qui s'appelle machinima-sound.com qui fournit de la musique qui comment on dit ça? Libre de droit. C'est ça, royalty free, C'est mais ça. libre C'est de ça, droit. les libres droits. Pour pouvoir utiliser dans des vidéos YouTube que vous éditez ou des montages. Ok, ou des un peu petits relié au projets. site Machinima pis ces choses-là. Mais c'est ça, machinima-sound.com. Ok, bon. C'est- Ils sont reliés. On parlait du même. Ils sont probablement reliés parce que c'est probablement le même site. Mais non, Machinima, c'est pour faire des vidéos. Ah, ok. Mais ça, c'est probablement le site relié pour le son. Ouais, c'est ça. Donc, Ok, je viens d'apprendre des choses. Ben oui, tout à fait. Donc, Je vais mourir plus stérile ce soir. ce site-là met l'accent sur la qualité plutôt que la quantité. Et il y a une Oh. pièce que j'avais très appréciée dans une vidéo de montage de mode de Skyrim parce que j'en écoute récemment. Donc, je disais quoi? Oui, c'est ça. Donc, Skyrim. je vous fais écouter du compositeur Jens Killstoft. J'espère que je l'ai bien prononcé. On va entendre la pièce Pitch Black et on vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks qui contre-attaquent. Avec des dinosaures crocodiles volants.
C'était Pitch Black de Jens Krillstoft, qui est disponible sur le site internet makinimasound.com. Je mettrai le lien sur la page Facebook des Geeks Contre-Attaque tout de suite après l'émission. Mais ça, c'était la version acoustique. Il y avait une version avec des paroles que vous avez pas entendues. Ah, ok, ouais, que Simon chantait dans le studio, tout ça. Allègrement, il nous parlait de crocodiles, dinosaures volants, sinueux comme des serpents. Oui, qui n'ont mais- pas pris de cours de chant et qui sont dangereux au volant. OK! Donc, ben, c'est parfait. Donc, allez sur ce site-là, plein de chansons gratuites à utiliser comme bon vous semble. Sur ce, Mikey Boy, je pense que t'as quelque chose pour nous autres. Oui. Chronique jeux vidéo! Alors, chronique jeux vidéo, Simon, t'as quelques petites nouvelles à nous annoncer, parce que je sais qu'il y a un événement qui s'en vient la semaine prochaine, entre autres, que... Oui, la semaine prochaine, je serai réincarné en gigantesque titan de feu, mais aussi ce sera le E3. Ah, ok. Donc, il va y avoir probablement la semaine prochaine, je vais pouvoir vous parler de plein de retours sur le E3. Ouais. Mais cette semaine, on... Et les dommages collatéraux que c'est d'être un géant titan de feu. Non, il n'y a pas de dommages collatéraux là-dessus. Ah, ok, c'est bon. Ben, c'est peut-être difficile de se trouver des pantalons. Mais bon. On va parler, mais il y a quand même des petites choses qui sont sorties cette semaine. Pourquoi? Parce que le E3, il y a tellement de bruit, il y a tellement tout le monde annonce toutes ces choses que si tu annonces quelque chose durant le E3, à moins que ça implique un titan de feu géant ou un crocodile dinosaure volant, personne va vraiment l'écouter. Donc, il y a des gens qui n'ont profité, puis ils ont annoncé des choses cette semaine. Il y a aussi des petits trucs de la semaine dernière que j'ai pas eu le temps de parler, mais que je trouve sont pertinentes. Alors, allons-y! Allons-y. Vous connaissez Steam? Oui, trop même. Vous connaissez Origin? Ouais, Vous connaissez Uplay? ouais. Vous connaissez Good Old Game? Oui, GOG. C'est- Mais Good Old Game n'est pas comme les autres. Ce n'est qu'un site web pour acheter des jeux. Plus maintenant! Oh, c'est-à-dire... Good Old Game vient d'annoncer Galaxy, qui est un client d'achat, de vente et de gestion de jeux, un peu à la Steam Origin Uplay, et qui fonctionne pour les jeux de Good Old Game. Cependant, la mission de Good Old Game, c'est des jeux 100% sans DRM, donc les droits de gestion digitaux. Ouais, c'est ça. Donc, vous pouvez jouer tous les jeux sans être connecté à l'internet, contrairement à certains jeux sur les autres services. Donc vous n'êtes pas restreint d'utiliser, ce n'est pas utilisé comme Steam. Dans la majorité des compagnies sortent les jeux sur Steam parce que ça empêche de faire du piratage. Good Old Games, c'est tout simplement une application pour aider l'installation, la mise à jour et puis le téléchargement et l'achat de jeux. Donc, ça risque d'être très intéressant. D'ailleurs, ils en ont profité pour annoncer ça en même temps que le Witcher 3 est un peu plus annoncé. Witch Hunt, qu'on a vu le pre-release déjà sur le pre-order. Dans le fond, en bon français, c'est une Précommandement, précommande, que vous pouvez le précommander sur Steam dès aujourd'hui. Oui. Donc, voilà. Ensuite de ça, on va parler un peu de Nintendo. Hein, ben oui, pourquoi Parce que pas? j'aime ça parler de Nintendo. Parce que la sortie de Mario Kart a été quand même énorme les dernières semaines. Mais là, avant, ça je veux marche juste à vous fond. spécifier un petit détail. Oui. Présentement, dans le premier quart de 2014, Candy Crush a fait plus d'argent que tous les jeux de Nintendo combinés. Bon, je tiens à vous dire ça de même. Ah! C'est un clone de Bejeweled! Y a-t-il quelqu'un qui va le C'est dire? pas pareil. Ah! C'est un match tree! C'est Tous comme les dire match- que Lumine est la même chose que Tetris. Non, mais... C'est des match trees. On s'entend-tu que Depuis si, Tetris Attack que ça existe des match trees, Ouais. ça fait... si j'ai à prendre pour Candy Crush ou pour Nintendo, c'est certain que je vais Ben, prendre c'est pour ça, Nintendo. c'est- Mais je voulais ça. pas créer une chicane, là. Si vous autres vous êtes embarqués là-dedans, vous êtes juste fâchés. Je veux juste vous dire que ça va mal jusqu'à un certain point pour Nintendo, ouais, on je le sais. sait. On est pas content de Présentement, ça. Mario Kart 8 vient de sortir. Les évaluations du jeu sont favorables, incroyablement. Des 8, des 9, des 10 partout. Il paraît que c'est le meilleur Mario Kart depuis 75 millions d'années. Oui, parce que les dinosaures ptérodactyles, le crocodile volant avaient un Mario Kart qui était quand même très cool à l'époque. Cependant, ça n'a pas fait vendre de Wii U. Oh non, Ils ont pas- vendu, c'est le jeu qui a vendu le plus de copies sur la Wii U, mais Ça a la pas vente fait- de Wii U n'a pas augmenté jusqu'à un certain point. Donc, c'est que n'est que les gens qui ont déjà une Wii U qui l'ont acheté. Il y a très peu de gens qui n'ont pas de Wii U qui l'ont acheté. Fait que ça va toujours pas aussi bien pour Nintendo. Avec un constat tel que celui-ci, Mario Kart étant un icône de Nintendo, C'est- je crois qu'on vient d'atteindre le point de non-retour. Parce là. que ça a été prouvé. Les Mario Kart a été une des franchises qui s'est vendue le plus sur chacune des consoles Nintendo. Là, c'est sûr que c'est juste les premières semaines encore. Peut-être que ça va bouger plus tard. Mais beaucoup de gens s'attendaient qu'il y a 2 jeux qui vont faire la différence pour la Wii U. Mario Kart et puis Smash. Ouais. Ah. Donc, présentement, Mario Kart
n'a pas fait bouger la balance beaucoup. Mais parlons de Smash. OK. Puis parlons aussi un petit peu de Mario Kart. Bonne nouvelle, gang, pour jouer à Smash Bros. Nintendo vient d'annoncer un adapteur qui vous permet de brancher des manettes de GameCube sur la Wii U. Ah, donc pour ceux qui sont vraiment habitués au contrôle des manettes de Cube. Ouais, parce que il y a beaucoup de gens qui demandaient ça parce que la Wii supportait les manettes de GameCube. Donc là, vous allez pouvoir supporter les manettes de GameCube sur votre Wii U. Et ils ont aussi annoncé un genre de fight stick, un peu comme pas un stick, mais une genre de manette avec des boutons à la manette de Street Fighter. Un gamepad, là. Ouais, un gamepad de ce style-là pour la Wii U. Donc ma gang de smasheux, vous allez avoir du plaisir. Ben oui, tout à fait. Oh, et parlons encore revenons un petit peu sur Mario Kart pour finir une dernière fois. Je sais pas si vous avez vu ça, mais au Japon, il y a du placement de produits DLC. Du placement de produits Oui, donc DLC. il y a un DLC gratuit pour Mario Kart qui remplace vos cartes par des Mercedes. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, des véhicules Mercedes publicitaires. Ouais. C'est tout à fait ridicule. C'est très laid parce que ça fit pas du tout avec le style. OK. Mais ne vous inquiétez pas, si vous aimez les cartes ridicules et vous aimez ça un peu plus réaliste, la série de jeux Arma, un simulateur militaire modable et extrêmement réaliste, vient d'avoir un mode pour faire Arma Kart, donc envoyer des soldats armés de bazookas sur des cartes. Et tout ça reste très réaliste, là. Effectivement. Je m'en tirais ici de pas... on prend-tu 2 minutes de... pas de silence radio, c'est-à-dire 1 seconde de silence, pour dire adieu à la PSP qui vient tout simplement d'arrêter la production et la vente au Japon. C'est maintenant terminé pour la PSP. Il n'en a plus, il n'y a plus de support là-dessus, qui était une excellente belle machine qui me supportait pendant des heures et des heures dans l'autobus. J'ai été content de t'aimer PSP. C'est dommage, aux États-Unis, elle a pas levé beaucoup en Amérique. Au Japon, c'était la machine, jusqu'à surtout à l'époque où les Monster Hunter étaient dessus. Mais maintenant, c'est fini. Technologiquement, c'était vraiment en avance sur la Game Boy au moment où c'est sorti. Là. La PSP était vraiment une machine de guerre à sa sortie que personne s'attendait à ce qu'on allait déjà avoir en console portable. Et là, tout d'un coup, on dirait que le monde fait comme « Ah, c'est cool, mais bon... » Puis ils l'ont laissé... Mais c'est vraiment c'est vraiment le support des jeux aussi qui a fait la différence. Okay. Nintendo a eu énormément plus de jeux sur la DS, 3DS. Parce que même à la fin, les beaux jeux de PSP étaient quasiment plus beaux que les jeux de 3DS actuels. Ouais. Là, on parle d'une différence de génération. Ok, mais on parle de portable. Oui. Moi, je sais que t'aimes ça jouer sur la route. Et puis, moi, il y a un jeu qui me manquait sur la route. Eh bien, ne vous inquiétez pas, tout le monde à la maison, car sur la 3DS et la Vita s'en vient le jeu que vous attendiez tous, Farming Simulator 2014. Vous allez donc pouvoir mettre des champs en jachère et puis labourer sauvagement sur la route. Ben, c'est fantastique, ça. C'est quand même... la série Simulator... a quand même certains... Mais c'est parce que fais attention, présentement, il y a comme 76 studios qui sortent des choses, quelque chose simulator avec une date. Donc, ils sont pas tous reliés ensemble. Ils sont pas tous reliés ensemble, mais ça donne quand même lieu à certains jeux qui sont très intéressants. Oui. Tu sais, je vous reparlerai d'Euro Truck Simulator. Il y a Warehouse Management Simulator, où ce que tu conduis un genre de lift. De lift. Faut que tu déplaces des boîtes. Des palettes. Puis il y a un DLC de zombies. Des zombies qui attaquent, hein. Ouais, faut que tu te défendes probablement avec ton lift. Avec le forklift. Ouais, puis que tu rentres dans les zombies, des choses comme ça. Et puis, Gold Simulator vient d'avoir une patch, je pense à ça. Si vous avez pas lu les patch notes, pardonnez-moi l'expression, ont été disponibles sur Internet et sont complètement drôles. Et ce jeu est un peu trop cher pour ce que c'est, mais ce n'est que du plaisir. Ah non, c'est au moment où il y a une réduction sur Gold Simulator, c'est sûr que je l'achète. Ben, de toute façon, la vente d'été de Steam s'en vient à grands pas. C'est ça. Puis déjà, sans la vente d'été de la dernière semaine, j'ai acheté une myriade de jeux awesome, classiques qui étaient en spécial de la dernière semaine. Stanley Parable, Hotline Miami, Amnesia, Dark Descent. Je fournis pas, j'achète plus de jeux que j'en joue. C'est ridicule. C'est ridicule, Eric. Ça a aucun sens. XCOM, Enemy Within. T'avais pas joué à... J'ai pas joué encore. T'avais-tu joué à Unknown? Within, c'est l'expansion. Non, pas Within. Unknown, j'ai pas joué encore. Je viens de l'acheter, j'ai pas touché encore. Joue à ça, on s'en reparlera. Fait que là, on va aller calmer Eric avec une bonne douche froide puis une pause publicitaire. Puis on revient dans quelques minutes au Geek Contre-Attaque. Yes. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Revoici le Geek Contre-Attaque!
Et nous sommes de retour au Geek Contre-Attaque. Et on a une surprise pour vous, chers auditeurs. Parce qu'on vous dit pas tout. Non, on vous dit pas tout. Alors, voilà. OK. Les Geeks du Contre-Attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine. Et oui, cette semaine, les Geeks Contre-Attaque reçoivent un invité, mais pas en studio. Non, on le reçoit pas en studio. C'est notre collaborateur fidèle de toujours, Philippe Jacques, qui a organisé cette belle entrevue. On va parler avec Jocelyn Leblanc. C'est bien ça? Oui. Jocelyn? Oui, allô? Oui, on t'entend, parfait. Donc, Jocelyn Leblanc, qui est un membre de l'orchestre avant de musique de film, qui est à Montréal, c'est ça? Oui, exactement. On est à Montréal. Yes. Raconte-nous un peu la genèse de ce groupe-là, comment ça a débuté, pourquoi un orchestre de musique de film seulement? Puis avant. Bon, ben écoute, moi je suis chef d'orchestre, arrangeur, compositeur, j'écris de la musique, donc ça fait longtemps que je voulais partir de ma propre orchestre, mais évidemment, des orchestres, il y en a à Montréal, même au Québec, il y en a, puis ils font tout du classique, etc. Donc je voulais me démarquer, donc je me suis dit, hey, tiens, je vais prendre juste de la musique de film, ils en font pas beaucoup, puis je veux vraiment aller dans des choses plus rares que souvent les quelques orchestres au Québec qui font de temps en temps de la musique de film ne font pas. Donc, je me suis vraiment ciblé dans ce domaine-là. OK, donc essayer d'éviter les clichés, là, le John Williams, puis Howard Shore, etc. Là. Aller plus dans les choses, peut-être les films un peu plus obscurs. Hein. Oui, c'est ça. On fait quand même du John Williams, des choses comme ça, mais on va quand même dans les plus obscurs qu'évidemment les autres n'iraient pas nécessairement chercher parce qu'évidemment, c'est plus geek. On parle d'une émission geek, hein, moi aussi je suis geek, donc on va vraiment dans des affaires plus geek que monsieur et madame tout le monde ne connaît pas. Yes. Donc, ça fait combien de temps que ça roule, là, votre orchestre? Nous sommes dans notre 14e année, on fête notre 15e l'année prochaine. Wow! OK! Ça, c'est nous autres qui est bizarre de pas connaître ça, là, dans le fond. Là. Ou c'est nous autres qui font pas une bonne job de se faire connaître, là. Non, mais peu importe, là, regarde, on en parle, ça fait que... On cherchera pas le blâme aujourd'hui. Non. C'est pointer les doigts, c'est pour ceux qui n'ont rien à faire avec le doigt. Donc, là, on a vu un extrait, nous, à l'interne, une vidéo qu'il y avait sur YouTube sur la musique de Retour vers le futur. Ah oui. On va d'ailleurs passer l'extrait après notre revue. Et quelque chose qui m'intriguait, c'est qu'on voit que vous faites la pièce musicale timée avec la scène. Enfin, on voit la scène du film et vous jouez la musique comme on l'entend dans le background du film intégral. Ma question en tant que... Là, toi, t'es chef d'orchestre. Donc, est-ce que les musiciens vont se fier vraiment... Ils vont suivre tes mouvements, bien sûr, sur ton beat, sur ton rythme. Cependant, toi, est-ce que tu vas suivre le rythme que le film t'impose? Non, c'est ça. Ben, ça, c'est un concert spécial qu'on a fait. Okay. Moi, pour ce concert-là, je l'ai fait moderne. C'est j'avais une paire d'écouteurs et j'avais le clic dans l'oreille. Okay. J'avais le métronome avec les changements de tempo, les retardando dans l'oreille. Puis il fallait que les musiciens, à ce concert-là, me suivent. Eux n'avaient pas de métronome. Okay. C'était un petit peu casse-cou comme concert. Ça a marché, ça a super bien été, mais c'est pas comme ça que ça se fait en réalité. De nos jours, quand un film est enregistré, tous les musiciens ont le clic aussi. Il n'y a pas juste le chef d'orchestre qui a le clic. Ouais, c'est beaucoup plus facile. Tout le monde suit le métronome. Tandis que là, quand c'est juste une personne qui a le métronome, ça a été très long à monter parce que justement, j'étais seul. Aujourd'hui, on a l'équipement pour faire peut-être une dizaine de musiciens qui ont le métronome en même temps. Mais à cette époque-là, j'étais le seul. Mais ça a marché. Ça a super bien été. Yes. Donne-moi quelques exemples de franchises de films que tu as couverts dans les dernières années. Là. Vers quoi tu t'intéresses particulièrement? Là? Du name dropping un peu. Ben, c'est ça. Je m'intéresse beaucoup, évidemment, tous les films plus science-fiction que grand orchestre, déploiement d'orchestre, parce qu'évidemment, quand c'est des films très sérieux européens avec une petite musique sympathique, ça marche pas avec notre ensemble. Non, c'est ça. Donc, on y va vraiment avec évidemment, c'est sûr, on a fait les classiques comme les Star Wars, les Star Trek, mais on y va quand même avec les musiques d'autres comme X-Men, Batman. On a été soit les films de Batman, soit les dessins animés de Batman. On y était avec La Matrice, qu'on fait justement notre prochain concert. James Bond, on a fait le thème qui est très connu, puis là, pour notre prochain concert, on fait une tune qui est tirée du film Casino Royale, qui est moins connue, mais qui est aussi intéressante. Oui. Donc, tu sais, on y va large, on y va des fois connu, mais des fois, effectivement,
des choses comme plus ciblées que pas grand monde connaît, mais qui sont très bons. Oui. Question personnelle. Plutôt à l'émission, moi, j'ai parlé de Pteranodon. Est-ce que vous faites Jurassic Park, une de mes tunes de films préférées? Oui, on l'a déjà fait. Ça fait longtemps. J'espère pouvoir le faire un jour, mais oui, on l'a déjà fait. La même chose, on a fait le thème que tout le monde connaît de Jurassic Park, mais on a fait aussi des tunes plus excusez l'anglicisme, mais hardcore de Jurassic Park dans le deuxième, qui sont moins connus. The Hunt, je pense que le titre, ça s'appelait dans le deuxième, qui est moins connu, mais tout aussi intéressante, là. Okay. Ah, c'est le fun. Moi, personnellement, j'étais un fan longtemps de musique de film. Je m'étais bien acheté des CD de ça. J'étais un fan de Basil Polderis, Goldsmith. Oui, oui. Après ça, comment il s'appelle donc celui qui a fait la musique de Predator et de Alan Silvestri. Alan Silvestri et le Retour vers le futur aussi. Justement, on en parle. Mais oui, je suis un gros fan de ça. Puis je suis content de voir que d'un, je suis pas tout seul à vraiment triper hardcore là-dessus, mais en plus d'avoir à reproduire avec un orchestre plus diminué un peu, parce que dans le fond, c'est concentré sur les instruments avant, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que c'est un orchestre amateur, hein. Faut vraiment c'est initié, c'est une passion, ils font ça pour le plaisir. Mais les orchestres symphoniques amateurs de musique de film, c'est extrêmement difficile d'avoir des joueurs de cordes. Ils veulent juste faire du Mozart, du Beethoven. Ils veulent pas faire de la musique de film. Ils snobent un petit peu, là. C'est la réalité, là. Fait que c'est pour ça que je me suis allé dans un orchestre avant, comme ça. Je suis d'avoir un orchestre complet. Il n'y a pas de, il y a pas de snobisme, là. Non, c'est ça. Ben, on s'entend que peut-être, par exemple, dans l'univers des jeux vidéo, la musique des jeux vidéo, je sais qu'il a sorti l'album d'Angèle Dubois l'an dernier, qui a peut-être ouvert les yeux un peu des gens. Nous, on l'a fait jouer ici à plusieurs reprises, des chansons, des extraits. Et c'est quelque chose que moi, j'avais été voir aussi quand Nobuo Uematsu était venu à Montréal là, pour la série Distant Worlds. Et c'est quelque chose que, tranquillement, pas vite, les salles de spectacle, le spectacle pour les orchestres vont commencer à voir arriver des événements dans lesquels le public va être beaucoup plus jeune qu'à l'habitude. Et ça, c'est le fun parce que l'Internet permet de réunir le monde. By the way. Je parle, mais c'est pas mon entrevue, c'est la tienne. Ma question, tu parlais tantôt, vous aviez un spectacle qui s'en venait. C'est quoi la thématique de ton spectacle? Ah oui, la thématique, c'est on y était pour un concert, on l'appelait concert pop, mais c'est un concert où toutes les pièces sont accompagnées d'un drum ou d'une basse électrique. Okay. Donc c'est toutes les pièces beaucoup plus rythmées comme style. Parce que souvent c'est symphonique, c'est l'archi Star Wars, il n'y a pas de drum là-dedans. Là. Mais tu sais, donc tout ce qu'on fait, que ce soit Iron Man 3, Tron, Rocky, Batman, James Bond, Monster Inc., c'est toutes des pièces plus pop avec drum, basse électrique. Là. Okay. Mais reste avec un orchestre avant. Là. Et c'est à quel endroit, quelle date? C'est à Montréal, c'est ça? À la salle Pollack McGill? Oui, la salle Pollack de l'Université McGill, le 21 juin à 19h30. Yes. Donc, ceux que ça intéresse, allez voir ça, ceux qui sont dans le coin de Montréal. Est-ce que vous allez faire des spectacles ou est-ce que vous en avez déjà fait à l'extérieur de Montréal? C'est arrivé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, mais ça arrive. On est en train de se relancer, peut-être essayer de sortir de Montréal dans les 5 prochaines années. Là, on travaille là-dessus. Parce que vous dites ça comme ça, nous on a une émission basée à Québec, là, qu'on se dit, hey, ça pourrait être le fun. Mais si jamais vous venez à Québec, contacte-nous en privé, on va s'assurer de repasser le mot à nos auditeurs. Ben oui, tout à fait. Et en plus, il y a quelques belles salles aussi ici. Donc, hey, de toute façon, vu que je suis vraiment pas très bon dans les transitions, je vais te dire merci beaucoup, Jocelyn, pour nous avoir parlé un peu de ton orchestre. Dernière question comme ça. Voyons, un peu. J'ai ma gorge, hein, comme. Donc, ça n'a pas paru, hein, ça fait professionnel. Donc, Jocelyn, dernière question. Toi, si tu aurais à faire un top 3 de compositeurs ou de films en particulier que tu as aimé le plus la musique, qu'est-ce qui t'a le plus influencé? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Je dirais John Williams, évidemment, pour les Star Wars. Ça, c'est le connu. Moins connu, je dirais Bruce Brockton pour Young Sherlock Holmes et Lost in Space. Ça, c'est vraiment moins connu, hein? Ouais. Évidemment. Et évidemment, James Horner, qui m'a beaucoup influencé. Ouais, Lord of the Rings, etc. Non, excuse-moi, c'est Howard Shore, ça. C'est Howard Shore, c'est vrai, je me mêle entre les deux, là. Ouais, c'est ça. Horner, c'était, je pense, Braveheart. Ça se peut-tu? Ouais, Braveheart, Star Trek, Crawl, les affaires. Ouais, c'est ça. Les obscurs, là. Yes. Hey, merci beaucoup, Mister. Merci c'est à super vous. agréable. Puis, donc, c'est ça. Est-ce que vous avez un site internet, ce qu'on peut suivre un peu avec des vidéos, un channel YouTube ou quelque chose? C'est le www.ovms.qc.ca.
Donc, ovms.qc.ca. On va mettre le lien sur la page des Geeks Contre-Attaque après l'émission. Et on fait jouer d'ailleurs un extrait qu'on a pris sur YouTube de votre orchestre, dans le fond, qui joue une partie de la trame sonore de Retour vers le futur. Donc, on te quitte avec ça. Et on te souhaite bonne continuation dans tes projets et bon spectacle pour le 21 juin. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup à vous. Salut. C'est ça qui est ça. Oh oui! Oh que oui! Donc, hey, la vidéo de YouTube, on aurait dû le fader manuellement. Mais peu importe. Donc, c'était, dans le fond, un extrait de l'orchestre live sur la vidéo, là, de l'orchestre avant de musique de film, avec comme maestro Jocelyn Leblanc, qu'on a entendu tout à l'heure. www.ovmf. Oui, exactement. Donc, Oscar, Victor, Mike et voyons, Foxtrot, c'est ça? Exactement. Ouais, ok. J'ai de la misère avec mon alphabet phonétique, ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. Donc, tu pratiques ça? Ben, il a fallu que je le fasse pour une job à un moment donné. Ah oui, c'est vrai, en dispatching. Ouais, c'est ça. Je travaillais dans un centre d'appel et il fallait que je connaisse l'alphabet phonétique par cœur parce qu'il fallait que je parle avec des policiers et des pompiers. Wow. Donc, c'est ça. Voilà. Et vous en savez un peu plus sur ma vie weird. Donc, maintenant. De quoi qu'on parle pour la résumission? Ah, j'ai des petites choses étranges. Chronique de l'étrange.
Et quand je parle de petites choses étranges, je ne parle pas des animaux vivant dans ma toison. Ou ne parle pas de l'animateur qui le regarde du coin de l'œil. Exactement. Donc, de quoi tu parles? Hey, j'aime les chauves-souris et puis j'aime les insectes. Donc, on va parler de ces deux choses-là. OK. C'est une petite chauve-souris qui s'appelle l'Anthrosus pallidus. Mon latin est pas super bon. Qui, bon, est une petite chauve-souris quand même assez vorace. Okay. Elle se nourrit environ de la moitié de son propre poids en insectes, en scarabées et autres petites créatures à chaque nuit. Cependant, sa diète est quand même est composée principalement de scarabées. Et comme vous le savez tous, les scarabées ont des exosquelettes en chitine. Et sont souvent aussi très brillants. Okay. Bon, la chitine, elle, se digère extrêmement mal parce que c'est un peu comme la cellulose des plantes. C'est quelque chose que, bon, ben, si je fais une métaphore de céleri, les genres de fils de céleri, tu les digères pas nécessairement bien. Et puis, quand tu vas à la salle des messieurs, ben, des fois, le long fil de céleri est toujours en bon état. Et c'est la même chose qui se passe avec les carapaces de scarabées. Donc, l'Anthrosus pallidus a quelque chose d'incroyable. Ses cacas sont brillants. Sont brillants. Oui, parce que la chitine brillante qu'il y avait dans la carapace de scarabée n'est pas digérée et est tout simplement broyée en plein de petits morceaux. Fait que c'est comme s'il y avait des petits miroirs pleins de couleurs partout à l'intérieur de son caca et elle fait donc des cacas brillants. Quelqu'un de pas avisé pourrait prendre ces déjections pour des pierres précieuses et les faire évaluer. Ce serait du guano dispendieux. Ouais. Parce qu'ici, on parle bien sûr de guano de chauve-souris. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter de ça avec vous, gang. Alors, c'était Simon Boucher avec la chronique excréments phosphorescents. Oui! Maintenant, c'est le temps de la chronique littérature. Chronique littérature, c'est-à-dire? C'est pas vrai. Je parle pas de littérature, je parlais pas du con. Ah, ok, tu le fais la transition. Oui. Ouais. Donc, ici, je vais parler d'un livre de Harvard. Un livre qui a été écrit par l'écrivaine française Arsène Housseil, qui s'appelle Des destinées de l'âme. Et c'est un livre qui, elle avait écrit, c'est à une méditation sur l'âme et la vie après que quelqu'un meurt. Okay. C'est un livre qu'elle avait donné à un ami médecin, le docteur Ludovic Boulan. Et ça avait été écrit environ au milieu des années 1800. Bon. Okay. Excusez-moi, milieu des années 1880. Il y avait 2 8. J'ai lu un seul 8 sur 2. Et bon, son ami médecin a eu un livre qui parle justement de la vie après la mort, de l'âme et de la philosophie reliée à ça. Et il a fait la seule chose logique que quelqu'un peut faire dans une situation comme ça. Il a pris la peau d'une patiente en psychiatrie qui est décédée d'un arrêt cardiaque et a tout simplement fait une couverture de livre. Donc, Harvard a confirmé cette semaine que cette copie de ce livre qu'ils avaient dans leur collection était effectivement recouverte de peau humaine. Ah oui, comme le Necronomicon. Il n'y a rien d'original là-dedans. Tout le monde le fait. Mais c'est une pratique qui, depuis les années 1700, est quand même assez répandue. J'ai ici le terme exact, c'est l'anthropodermique bibliophagie. C'est quelque chose qui arrivait fréquemment. Donc, moi, j'irais vérifier toutes vos copies de livres de la bibliothèque qui sont comme recouverts dans un genre de matraque en faux cuir. Il y en a peut-être un là-dedans, c'est de la peau humaine. Puis toi, Eric, t'as-tu des livres recouverts? Trouver une façon de perdre une coupe de livres en créant quelques autres. Badoum tis. Non. 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 Même pas. Même pas. OK. Hey, sinon, Vladimir Poutine a dit quelque chose de cool. Ben non, il a dit quelque chose de bizarre comme d'habitude. OK, c'est-à-dire? Dans un genre de conférence de presse à Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a déclaré que l'Internet est une création de la CIA américaine et ça a été créé uniquement pour pouvoir contrôler l'information dans les autres pays. Et ce qui explique présentement ce qui se passe. Donc, une fois de plus, il dit des choses pas complètement fausses, mais pas vraies non plus. On est à peu près quelques mois de voir Vladimir Poutine sortir dans une conférence de presse avec un casque en papier foil. Ouais. On est proche de là. En passant d'ailleurs, la prochaine version des Sims. Vous savez, ce magnifique jeu où tu enfermes des gens dans une pièce, pas de salle de bain, puis tu les regardes mourir, là? Aussi intitulé Barbie de vidéo game. Oui. Moi, j'aime bien aussi enlever les rampes de piscine, des choses de même, puis regarder les gens mourir. Bon, peu importe. C'est un simulateur de dieu cruel. Bien, il vient d'avoir la certification Adult Only en Russie. Parce que tu peux faire que des gens de même sexe, tu peux avoir des relations de même sexe entre des personnages. Ah, puis ça fait en sorte que on a pas que des enfants voient ça. Exactement. Donc, en Russie, The Sims, qui est un jeu extrêmement maléfique, mais pas pour toutes les raisons que j'ai dit avant, et non pas parce que il y a des Sims qui font puis il y a des bulles avec des cœurs dedans qui apparaissent. C'est pas ça qui va corrompre votre jeunesse, mais probablement laisser des gens dans des pièces labyrinthiques mourir dans leurs excréments est probablement plus rough, mais c'est pas ça qui ont
C'est pour ça qu'ils ont point théâtre, bien sûr Bon, que non. ben voilà. Donc, c'est... Non, la Russie est en train de... Ce que je trouve ça bizarre, c'est en train de régresser au communisme sous nos yeux. Un régime totalitaire communiste comme il y en avait dans les bonnes vieilles années 40, mais dans un contexte moderne. Et on voit ça aller, puis on dirait qu'il y a personne qui fait rien pour pas que ça arrive. C'est comme tout le monde qui regarde ça. C'est comme tu regardes quelqu'un tomber qui tombe lentement, mais que tu sais qu'il va tomber. Mais tu n'essaies pas de l'empêcher de tomber, tu l'avertis pas. Tu fais comme juste, oh, il va se faire mal. Puis là, tu le regardes tomber jusqu'à ce qu'il tombe. J'ai l'impression que c'est ça qui arrive. Mm. C'est pour ça que la planète a une curiosité morbide à savoir qu'est-ce qui va arriver à Russie, parti comme c'est là. Oui, c'est un genre de gros reality show. Ouais. Désolé, Ouais. c'est très sympa. Hey, sinon, on va dire quelque chose de positif? Ben oui, j'aime ça, les trucs positifs. Hey, savez-vous que vous pesez moins lourd parce que vous vivez au Canada? Hein? Non, je pèse moins lourd parce que je mesure 5 pieds, hein. Non, en réalité, le fait que tu vis au Canada fait que tu pèses un petit peu moins lourd. Parce que la gravité est pas égale partout sur la croûte terrestre à cause des différences d'épaisseur. La Terre est pas parfaitement ronde. Bon. OK. Donc, à certains endroits, principalement dans le nord, vous pouvez donc peser un petit peu moins. Si vous êtes dans la section de la baie du Tuson, on peut calculer environ qu'il y a un 10e d'once de moins que vous pesez que si vous habitez plus au sud. Donc, déménager dans le Grand Nord canadien, vous allez être c'est une bonne manière de perdre du poids rapidement, mais pas beaucoup. Donc, Une ok. dizaine d'onces. Un Un dixième. d'once. Un 10e d'once. 1,4 grammes à peu près. C'est pour ça que quand on va en voyage, on dit tout le temps, ça, je sais pas si je suis de quoi, mais sans que je fais le gros, tu sais. Ouais, mais là-bas, oui, mais en revenant, tu serais plus supposé le sentir. Ouais. Mais aussi, c'est probablement parce que, comme ils disent dans l'article, ils font une joke sur les Canadiens, c'est parce que les Tim Hortons sont plus dans le sud que là. Ce qui est pas nécessairement faux non plus. Ouais, mais non, ça a pas de... Ok, mais je suis content de savoir que je suis comme plus léger que si je... T'as une excuse pour 1/10 de gramme. Ouais, c'est ça, le reste, c'est moi qui... C'est on me. C'est ça. Ouais. Bon, sinon, on pourrait parler de... Ah oui, on va parler de Google 2 secondes. Je suis plus vraiment dans l'étrange depuis déjà quelques instants. Là, je viens de glisser à l'extérieur. Ouais. Je suis en train de fouiller dans le fond de mon sac à malice. Et puis... Oh, j'aime le terme sac à malice. Ah ouais, je sais, C'est comme ça. Non, ok. Il y a quelques mois, Google avait des plans pour apporter de l'Internet à des zones qui ne sont pas bien installées. C'était des ballons météo temporaires avec un récepteur, transmetteur qui pouvait placer à certains endroits pour donner de l'Internet à certains endroits. Ils ont changé Oui. leur plan. Ouais, je sais. Vous savez, Google a acheté des compagnies de robots, des compagnies... Et là, ils ont commencé à engager des scientifiques de satellites. Google veut faire environ 180 satellites de basse orbite qui pourraient être déplacés à des endroits où ils auraient besoin de faire de la couverture Internet temporaire. Et bien sûr, pour mettre de la haute vitesse, pour utiliser des drones qui se mettraient géostationnairement fixe à un endroit et pourrait même offrir du haute vitesse satellite en cas de besoin. Ça, puis le but ultime de l'opération, c'est de pouvoir fournir Internet wireless partout sur le globe. Oui. C'est que l'humanité gagnerait Internet partout où c'est qu'il est. Mais il y a des pays comme, je pense, c'est la Suède qui a déclaré l'Internet était Un droit essentiel de... ouais, un comme droit humain. l'eau, l'oxygène et Ouais. puis le caramel écossais. Pourquoi les Suédois décideraient que le caramel écossais est essentiel? Excusez. Ben, c'est bon. Non, oui, les Écossais, je comprendrais. Les Suédois, pourquoi? Regarde, le caramel Le écossais. Ikea, je comprendrais. Mais... Regarde, le caramel écossais, c'est pas nécessairement écossais, là. Pâté chinois, c'est pas nécessairement chinois. Bon, fait que, accepte. Sinon, on pourrait parler d'un volcan. On a une dernière minute. Oui, on peut parler d'un volcan. Parlons d'un volcan. Ok. C'est quoi ton volcan? C'est, dans le fond, c'est la dépression de d'Anakil, en Éthiopie. Ok. Est un volcan qui, je vous montre la photo, brûle bleu. OK? Oui. Excusez-moi, je vais... Et quelle est la raison scientifique derrière la couleur peu orthodoxe? Parce que les gaz, dans le fond, le volcan, ce n'est pas de la lave bleue, malgré ce que l'image essaie d'apprendre, c'est que les gaz sulfureux qui sortent de la croûte terrestre font une flamme bleue, un peu comme le gaz naturel. Et donc, le magma est toujours en feu suite au Constamment, gaz ouais. et est recouvert d'une flamme bleue qui donc. pourrait servir de très, 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 très bon logo pour gaz métropolitain. Donc, voilà, si on enlèverait la flamme, le magma redeviendrait sa couleur d'origine, mais là... Magmateux, ouais. C'est... Ouais, le magmateux, c'est une Ouais. couleur. T'as le rouge, l'orange, entre les deux, t'as le magmateux. J'apprends-tu des affaires ou t'es en train de me... Je t'arrête de te niaiser. Ok, c'est bon.
Là, je pense que c'est assez, là. Je vous niaise pas, là. C'est Salsa et Terrazza qui va arriver après nous, là, tout de suite. Oui, tout de Salsa et suite. Terrazza avec Isabelle Bon, Avec qui a Isabelle. déjà été à la mise en onde de notre émission, d'ailleurs. Ben oui, On la effectivement. salue. C'est une amie des Geeks contre-attaque. Ben oui, c'est ça. Et notre ami et votre ami. Donc, écoutez la prochaine émission, mais surtout, merci d'avoir été là cette semaine. Alors, merci Simon. Ça me fait plaisir. On remercie bien sûr Jocelyn Leblanc de l'orchestre avant de musique de film. Ben oui. Mikey Boy. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Et Si un dinosaure crocodile volant mange des scarabisques, son guano est coloré. salut les geeks. Ha ha ha!